exact. J'aimerais dire presque d'un bijoutier qui taille les facettes de la réalité, mais pas seulement d'une réalité qu'on voit tous, c'est une sorte de réalité vécue, une réalité qui est transformée au fur et à mesure de la mémoire, du travail de la mémoire. Et quand il s'agit de mémoire, il faut dire que Madame Elena Prousse a écrit sur la mémoire de la Parisienne, et donc c'est elle la première qui a publié un livre en français, il y a déjà une dizaine d'années, je crois. Oui. C'est sûr que c'est pas une centaine. Oui. Mais pas une centaine. Heureusement, c'est pas une centaine. Donc c'est une. On est de la même génération. Oui. C'est le livre de notre contemporain. Et vous avez déjà deviné que c'est à côté de moi, donc près de mon cœur, c'est Lorina Boltano, c'est l'auteur de ce bouquin. Également un poète, également elle fait beaucoup de choses, c'est très dur. Artiste. Oui. Artiste. Une artiste, une intellectuelle. Et pour dire quelque chose avant de prier mes hôtes de parler, je rappelle juste que la première, c'est déjà la deuxième édition. La première édition de ce livre est publiée, je crois qu'en mai 23. Juste avant les jours de la littérature roumaine à Chișinău, on a fait un lancement, on a fait des lectures avec un public très généreux. Et pendant une année, ce livre a eu un destin assez exceptionnel parce que donc, le livre vient d'être publié en français. Il y a la deuxième édition de ce livre. Il y a le spectacle de Radu Afrim, c'est à Iași. Il y a la version radio de ce livre. Donc on peut dire que ce livre a dépassé toutes les attentes. Et à propos d'attentes, c'est un cas très spécial dans notre littérature parce que Lorina Boltano a publié dans les années 80, en 84, le premier bouquin de poésie, c'est Obstacul Sticli. Le deuxième, c'est en 90, Ciobur. Et après ça, on peut dire un long silence, mais c'est pas vraiment le silence parce que je crois que la littérature a travaillé dans l'esprit de Lorina Boltano. Et après, juste après 33 ans d'une sorte de silence littéraire, donc elle vient de sortir ce roman. C'est Elena Prousse qui a lu la version française. Moi, j'ai lu la version roumaine en tant que rédacteur de ce livre. Et après le discours de Madame Elena Prousse, je vais dire quelque chose par comparaison avec la version originelle. Donc, s'il vous plaît, pour nous inviter à lire ce livre. Merci bien Amélia, merci bien Lorina de nous offrir ce bouquin. Sur plusieurs plans, ce livre nous offre une surprise, un intérêt qui a été exploité de plusieurs façons. Moi, je connaissais Lorina avant qu'elle parte en France, donc comme poétesse. Ça fait plaisir de découvrir une personne dans son évolution. Ça fait plaisir de la voir en plusieurs qualités, en plusieurs hypostases, de la voir différente. Même la semaine passée, quand on a reçu le livre, on a demandé... je pensais toujours que c'est le livre, c'est un livre, ça va être un livre de poésie. Quoique, je sais que tu as déjà mis ce roman sur la table. J'étais aux États-Unis, je n'ai pas vu. Quand tu l'as fait présenter déjà ici à Chișinău. Et quelque part, je suis resté là-bas dans cette profonde connaissance de toi comme poétesse. Mais je vous assure que tout ceci se retrouve. C'est un livre fait par une poétesse, un roman fait par une poétesse, comme tu préfères, poète peut-être, parce qu'il y en a certaines femmes qui se disent écrivaines, qui se disent auteurs avec eux, qui, chez nous, dans la tradition moldave, vous entrez dans le ministère de l'Éducation, vous avez deux plaques différentes d'un ministre et d'un autre
une qui se dit ministre et l'autre qui se dit ministrou. Donc nous sommes dans un temps où tout coexiste. C'est très bien que chacun s'entend à sa façon et où la norme n'est pas encore établie. Donc je laisse à ton bon choix de te dire poète ou poétesse. Certains se disent, il y a dans la tradition, certains se disent que poète ça va être plus sérieux, auteur ça va être plus auteur. Les autres se disent autoire, donc en marquant le féminin. Il y a bien entendu, il y a ce concept d'écrivaine qui suivent des sujets féminins, qui suivent, mais tout écrivain sérieux, bien entendu, qu'il n'est pas dérangé par ça. C'est l'écriture, c'est le concept actuel de l'écriture qui est très important, qui a beaucoup dépassé le concept de l'homme. On sait depuis Sainte-Beuve que l'artiste n'a rien avec l'homme. Donc c'est toute la dispute du 19e siècle, quand Sainte-Beuve était confondé l'homme avec sa carrière sociale, politique, et puis est venue la fin de la modernité, on s'est dit que ça n'a rien à voir. On est arrivé à un autre extrême, que ça n'avait rien à voir. Ce livre profond et intéressant nous met les deux côtés. L'autobiographique d'un côté parce que c'est une page de sa vie, de sa jeunesse, de son enfance qu'elle nous met sur la table. De toute façon, c'est des choses retirées de là. Et de l'autre côté, bien entendu, c'est une autofiction. Ça jamais ne peut pas être comme ça a été. C'est toujours une remodélisation, même s'il s'agit de faits probablement quelque part inspirés seulement de la réalité, mais c'est une chose toujours différente. Il y a toujours dans la théorie cette bataille qui prévale outre la fiction. Certains dépassent l'autofiction, même l'autofiction, autofiction totale, donc se penchant tellement loin de la réalité qu'il ne reste que quelques fragments. Les cas sont toujours différents. Comme nous venons de la même génération, je retrouve certains faits qui sont inspirés, disons, peut-être pas de la biographie, parce que je ne connais pas en profondeur ta biographie, mais je connais le fait social. Moi aussi, je ne connais pas trop. Voilà, c'est bien, et ça se ressent, parce que... On peut l'inventer toujours. Une biographie, ça s'invente. Ça s'invente, ça se fait... et les artistes aiment faire ça, se refaire d'une façon différente. C'est ça l'intérêt d'une littérature, c'est ça de faire un autre soi. Pourquoi j'avais une étape, par exemple, dans ma vie, quand j'écrivais des scénarios pour la télévision, j'écrivais sur plusieurs écrivains, sur Flaubert, sur Balzac, sur Dante, sur la poésie de l'Asie ou sur autre sujet. Un jour, je me suis dit, mais le plus intéressant, c'est peut-être de faire un scénario de sa propre vie, et de changer quelque chose dans sa vie. Pourquoi on s'occupait tellement des autres? C'est ça qui aurait dû se dire toujours les écrivains. Le meilleur scénario, c'est toujours celui qu'on fait pour soi-même, peut-être, le plus intéressant, parce qu'on n'a rien compris des scénarios des autres, mais au moins le sien, on devrait le comprendre, le faire d'une façon différente. Et je comprends très bien la façon de tourner. Lorina a tourné un jour une page de sa vie. Il est parti de la Moldavie, il est devenu à se faire une carrière en France. Il change de genre, il change de pays, il change de langue, parce qu'il parle français. Il va arriver un jour probablement à écrire en français. Un homme évolue. Ce livre relate toutes ces étapes. Il commence de très loin, d'où commence une biographie, de la naissance d'une petite boule d'homme qui est déjà en explosion, ou peut-être une implosion dans ce monde. C'est les deux probablement, parce que déjà ce fragment est vu de façon différente, de sa propre conscience, comme il se l'a rappelé, de la conscience de sa mère qui était en rupture totale dans son être, et de la conscience, pour elle, c'est une boule de neige qui apparaît, qui se fait, qui grandit,
qui commence à se rappeler de quelque chose, à voir quelque chose, ce qui est très tangible déjà pour les autres, et par les yeux, par exemple, de son père, pour qui il devient un monstre, parce qu'elle dérange tout dans la famille. Elle a tout dérangé. C'était une construction, elle est devenue tout à fait indifférente. C'est une très intéressante façon de présenter la famille moldave. Une famille moldave traditionnelle qui est venue d'un temps où il y avait plusieurs, encore de la bonne tradition, quand il y avait plusieurs enfants dans la famille, qui étaient dans des façons différentes, où les relations ne sont pas très harmonieuses, ne sont pas celles d'aujourd'hui où on a un seul bébé qui est très chéri. C'est pas ceci. C'est une bataille entre les enfants, c'est une complémentarité entre les enfants, c'est une compétitivité entre les enfants. C'est une façon de s'aider, de s'entraider, mais aussi de lutter pour sa propre façon de se présenter devant les autres, devant les parents. C'est une continuité dans cette famille et discontinuité. C'est une façon de se présenter devant eux-mêmes, de grandir, d'évoluer. C'est une façon où naît la conscience. Très intéressante, parce qu'elle fait paraître comment un enfant se peut naître. Qu'est-ce qu'elle se rappelle de son enfance? Qu'est-ce qu'on se rappelle? Je me rappelle de mon enfance à partir de 4 ans. Si on croit à ce roman, on a des sensations et on a la perception de soi de ses premiers moments. Je crois que c'est une page unique dans la littérature du monde quand l'enfant raconte comme il vient de naître. De naître, c'est unique. J'ai poussé une cri, c'est moi qui suis né. Exact. Et c'est pour la première fois, je me souviens très bien plein de scènes donc l'enfant vient au monde, mais c'est lui, c'est cette fille qui est active. C'est pas la mère qui la pousse vers le monde, c'est elle qui vient entrer dans le monde. C'est ça l'accent. Et quand tu racontes ta propre naissance à première personne singulière, c'est unique. Et c'est très fort. C'est très fort parce que c'est exactement ça qui dérange les autres parce qu'ils viennent dans une famille où il y a déjà plusieurs enfants et tout ça bouleverse parce qu'elle bouleverse toujours. Le personnage, c'est pas elle. C'est très intéressant comment vous parlez. Il va lier Non, je vous dis que vous n'avez rien compris, mais nous essayons de comprendre. Nous essayons de comprendre. De toute façon, c'est comme dit Mélian, c'est très fort d'entrer comme ça, d'avoir des... C'est le devenir de la conscience. Qu'est-ce qu'on s'imagine et comment ça a été ce point culminant dans notre existence que nous sommes apparus? Qu'est-ce que ça a fait? Quel effet ça a produit dans ce monde pour les autres? Et qu'est-ce que nous pouvons imaginer? Comment pouvons-nous imaginer que ça a été fait? Comment cette magique expérience de notre naissance, qu'est-ce qu'elle a fait pour les autres? Comment les autres ont réagi à ce moment? De ne pas faire un roman à la troisième personne, c'est déjà de sortir du classique, c'est de sortir du traditionnel, de ne la faire pas non plus d'une omniscience propre à l'auteur. Non plus. C'est la première personne, donc même si on ne veut pas dire que c'est non plus une autobiographie, mais c'est quoi comme genre? Mais aujourd'hui, on sait que le roman, c'est un genre mutant. C'est le genre le plus protéiforme qu'il soit. Parce qu'il combine, surtout le roman du XXe siècle, il combine tous les autres genres. Il combine les mémoires, les essais, si vous voulez, dans ce cas la poésie. C'est le moment fort de ce roman, que tout est présenté sous une façon absolument poétique. C'est un poète qui voit le monde, qui ressent le monde. Mais avec un réalisme de détail qui est dû à ce côté pragmatique de Laurine. Elle a une E qui observe les petits détails, qui ne s'enthousiasme pas par contre, où les autres, elle met le côté réaliste, parce que je crois que la grande poésie, c'est d'abord la lucidité, c'est le contrôle du texte. Et, pour continuer, parce que... Oui, on continue, c'est plus intéressant, on se complète. Juste pour dire ce mot, même la façon dont elle taille les petits morceaux, parce que c'est pas une prose à continuité, ce sont des petits morceaux comme ça, d'une page, encore un petit... parce que ce sont des facettes d'une réalité, mais c'est une réalité vécue. Il y a des signes de la réalité extérieure, mais c'est plutôt la façon de voir à l'intérieur comment cette réalité se reflète
subjectivité qui est pas l'auteur, parce qu'on ne peut pas confondre l'auteur avec le personnage. Il y a une autre... il y a une chose qui ne colle pas bien avec cette vision profonde, cette vision poétique du monde. Et d'où l'auteur nous donne un signe, ce n'est pas seulement cette lecture poétique que nous devons suivre, parce que c'est un titre qui colle avec autre chose. Cette corde qui m'attache à la terre, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un titre très poétique. Une corde qui vous colle à la terre, qui vous attache à la terre, c'est pas ça. Ça vient pour moi de la poésie du quotidien. Il y a un genre comme ça, Emiliane et Lorina le sachent mieux que moi, la poésie du quotidien. C'est un genre qui a été beaucoup exploité et qui nous parle du fait de ces naturalismes presque qui existent dans la poésie, qui a été introduit pour parler des choses élémentaires, des choses qui ne sont pas en soi poétiques. Parce que le grand mouvement de la poésie qui a été fait par Baudelaire, c'est d'introduire et de dépasser le sublime pour introduire la laideur. Quand Baudelaire, à la fin du 19e siècle, nous a dit, ben bon, on était toujours dans le beau, dans le parfait, dans le sublime, mais la réalité, c'est pas toute la réalité. La réalité, qu'il y a des choses à côté, et non seulement dans la poésie. Et c'est la laideur de Bovary, et en même temps ça existait dans la sculpture de Rodin. Rodin a deux côtés, deux grands côtés dans sa sculpture. Rodin a le perfectionnisme du classicisme, quand il a fait parfaitement de sculptures faites dans la manière de vieux maîtres de l'Antiquité et de tout le classicisme, et puis à un certain moment, il dépasse ça et dit, mais la réalité, c'est pas ça. Il détruit la porte exceptionnelle qu'il a fait pour l'exposition de début du siècle, pour l'exposition universelle, et il fait la figure de Balzac, qui n'exprime pas la façon parfaite d'un homme, qui n'exprime pas la figure d'un homme, mais exprime l'esprit de Balzac. Et ça, c'est déjà différent. Et là, apparaît, c'est pas la perfection qui apparaît, mais ça, c'est le côté réel et très naturaliste de Balzac. Il commence à faire des figures sans mains, sans pieds, pour mettre l'accent là où il le faut, sur le torsu ou sur une autre partie plus expressive du corps. Donc, il marche, c'est la première étape, si vous voulez, vers l'abstractionnisme. Voilà, donc tous les genres ont commencé à introduire autre chose. Ce qui est fort donc dans ce livre, qu'elle a les deux côtés, du poète et du prosateur, de splendeur et du bas fond de cette profondeur de vie, où la vie se fait elle-même, de quel effort se fait ces vies. Et ça, c'est la profondeur déjà où Lorina recherche le sens caché des choses, parce que certaines choses se trouvent à l'intérieur, donc on ne voit que... Qu'est-ce que peut voir en général? C'est la vision d'un enfant. Il faut comprendre que c'est la vision d'un enfant. Puis c'est la vision juvénile d'un adolescent. Comment voit-il les choses? Il paraît qu'un enfant doit voir le bel côté des choses. Et c'est pas ça. Quelquefois, un enfant peut voir l'essentiel avant de le comprendre. C'est le garçon de Andersen. Le bois est nu. Voilà. Exact. C'est plusieurs cultures, c'est une déchirure complète, non seulement comme un enfant entre. Il y a toutes les expériences d'un enfant. À partir de son expérience culinaire, à partir de ses expériences de rituels qui sont le chemin d'une famille. Donc, vous aurez trouvé tous les rituels d'une famille moldave. J'ai trouvé tant de mots oubliés, je peux vous dire. Et pour moi, c'était une grande découverte de les découvrir en français. Je ne les connaissais pas, leur variante française, parce que je n'ai jamais tellement lu des romans qui étaient en français, qui dépassent sur la culture, par exemple, des romans, et je ne les connaissais pas en français. Pour moi, il y en a des découvertes à faire dans ce livre. Et je trouve que de maintenir ce rural
d'où vient l'éternité, parce que il y a des siècles de cette éternité, notre éternité patriarcale, toute notre tradition qui ont été, avec Casamare, avec qui n'est pas Casamare, qui est autre chose, mais qu'il y a dans la tradition moldave, il y a deux maisons. Et Lorina nous parle pourquoi il y a deux maisons, parce que dans une maison qui personne ne vit, mais qui doit exister dans cette tradition, comment les tapis sont les tapis faits par sa mère. Donc ces tapis s'appellent le jardin dedans. Le jardin dedans, en général, pour moi, c'est un deuxième titre, parce que la façon de voir son enfance, l'enfance, c'est notre Éden, et c'est de là-bas que nous tirons, si vous voulez, nos racines. Cette corde, je l'aperçois aujourd'hui aussi comme quelque chose qui tient Lorina à la Moldavie. J'apprécie beaucoup en écrivant quand il va loin, mais il fait de révérence, il revient à ses origines. Ça veut dire que nos origines, nos racines, ils sont toujours en nous. Ils coexistent en nous. C'est notre arbre généalogique, on ne peut pas se séparer de lui, donc on la porte avec soi. Ces mémoires faites de ses racines, l'écrivain le fait à sa façon. C'est jamais une histoire probablement comme elle a été vécue. Par contre, ces mémoires toujours sont faites sur... il n'existe ici dans les livres ceci conditionnel, mais l'auteur fait toujours une autre variante. Il y a des choses que j'ai aperçues qui ont été faites dans différents morceaux. Il est revenu à un même souvenir, mais il l'a exploité d'une façon différente. Et ça aussi, c'est un côté très, très, très intéressant de suivre chez les écrivains. Il n'y a pas une continuité, parce que ce n'est pas un seul roman, comme on dit. Il y a des fragmentations quand il revient. Ce n'est pas une seule ligne, ce n'est pas un roman linéaire dans ce genre. Mais par contre, il revient de différents morceaux qu'elle exploite à sa façon. Il revient pour montrer que l'homme n'est pas une évolution. C'est nous que croyons dans la totalité de la théorie de Darwin. Mais l'homme, dans son évolution, a des déchirures quelquefois totales, des déchirures dans son propre histoire, dans l'histoire de sa famille. Il y a des pages qui reviennent de son grande-mère, de la grand-mère de son père, Aglaya. Agira, qui a des souvenirs de Sibérie. Donc c'est une déchirure dans notre existence, quand nous avons été avant ceci heureux dans notre Éden. Puis cette rupture sibérienne avec nos grands-parents. Il y a sa tante Muse qui est déjà de l'autre côté, avec ses parents qui se retrouvent en Roumanie, une autre déchirure. Donc nous qui sommes sur le petit continent moldave, sur le petit globe, comme disait un de nos fameux politiciens, sur le globe moldave, un petit pays avec des déchirures extraordinaires. Des grands-parents en Sibérie, avec cette histoire, cette... d'erreur, de terreur. Et de l'autre côté, notre Éden qui s'est déplacé à Bucarest. Et on voit qu'elle parle des langues différentes, parce que quand sa tante Muse apporte du fromage Roquefort, donc sa mère la jette dans la poubelle, parce qu'elle dit que c'est quelque chose de pourri, donc voilà. Et Lorraine a bien entendu, mais comment elle l'a façonné à sa façon, l'a lavé. Donc c'est un enfant qui déjà comprendre une autre valeur des choses. Donc tout y est déjà fonctionne, déjà une synchronisation avec, si vous voulez, la culture européenne, qu'elle n'a jamais vue, mais qu'elle a entendu, qu'elle savait déjà quelque chose. Qu'il palimpseste, quelques palimpsestes de plans qui se sont exposés, qui sont entrés en conflit, qui sont entrés en dialogue, et quelle charge pour un enfant qui doit tout ceci comprendre et mettre sur tout ceci le vrai ou la fausseté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme elles sont. Et l'enfant doit mettre dans son escale de valeurs, dans son échelle de valeurs, cette contradiction, la valeur qu'il donne de soi-même, ou la valeur qu'il est donnée par ses parents, ou par la société. Tout
combien sortes de contradictions entrent dans la conscience de cet enfant. Je trouve ce roman très, très intéressant à être exploité même par un psychologue. Mais si la littérature n'est pas de la sociologie, comme on dit aujourd'hui, de documents, de la psychologie, elle est quoi? Elle est tout ceci. Elle est tout ceci. Et je félicite Lorina pour nous mettre un roman absolument inédit, inouï, moins traditionnel, et on aime ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qu'il nous fournit à exploiter les faits de notre façon, à plonger dans nos propres souvenirs. C'est ça, parce que nous sommes de la même génération, mais si nous allons écrire sur cette génération, nous allons écrire probablement des choses différentes. Emilian écrit dans son parfait langage où il met tant de palimpsestes livresques que c'est de la philosophie. Là, c'est une philosophie, chez Lorina, c'est une philosophie de l'existence. Chez Emilian, c'est une philosophie livresque. Donc, chacun trouve ce textualiste, chacun trouve sa formule, mais qui sont absolument, eux deux sont poètes, mais ils donnent des réponses différentes à exploiter, absolument le même fragment. Je continuerai, Emilian, pour ne pas monopoliser je reviens. C'est mieux ça, merci bien. Moi aussi, je trouve que c'est une façon très lucide de revenir chez soi-même à travers toute la tradition, parce qu'il faut dire très bien que dans notre tradition déjà, il y a une livre référence de l'enfance, c'est Amitié d'une copine des clans, qui est pas du tout un livre pour les enfants, c'est un livre pour les adultes, c'est un livre très triste, très en soi-même, donc c'est presque une erreur de faire étudier ce livre à l'école parce qu'on passe très vite et on ne comprend rien. C'est un livre écrit par un homme assez vieil du XIXe siècle, donc mais les derniers jours pour écrire ce livre. Et je crois que cette perspective, parce que toujours un livre, il faut le lire dans une perspective littéraire. Elle ne sort pas de rien, donc toujours il y a et surtout si chez nous il y a cette tradition de parler avec une sorte de sympathie, de sorte de joie de son petite enfance, mais avec une tristesse, avec des choses qu'on déjà aperçoit dans l'enfant, quand on aperçoit dans l'enfant le futur être adulte. Parce que cette envie de partir, de voir le monde, de partir à Paris, parce que c'est une des motifs de ce livre, presque dans le 5e ou 60e page, la petite fille veut partir à Paris parce qu'elle a entendu de Bucarest et Tante Moussa a parlé de Paris, etc. Et Paris devient une référence. Ce n'est pas une référence strictement géographique, c'est une référence culturelle d'abord, parce que ce livre, c'est d'abord un livre sur comment on peut devenir soi-même à partir, pas seulement de sa culture traditionnelle. Elle décrit très bien la famille traditionnelle, le village, les rapports, le village soviétique avec cette mensonge officielle. D'un côté, les pauvres gens, ils presque survivent, d'autre côté, il y a ce triomphalisme dans les journaux, etc. etc. Et c'est dans cette réalité, et c'est une sorte d'une pensée subversive, parce que pendant l'Union soviétique, on ne pourra pas quitter l'Union soviétique, mais l'envie la plus sacrée de cette fille, c'est de partir, d'ouvrir les horizons. Et ça, je crois que c'est c'est ce que unit ces fragments, c'est une trajectoire qui commence avec ce cri qui est poussé par le personnage et vient au monde, et vers la fin, c'est le personnage qui part, donc disons qu'elle ouvre des horizons. Encore un truc, j'aimerais insister un peu. Pour moi, c'est pas d'aujourd'hui ou d'hier, pour moi, Lorina était toujours une très forte poète. Le premier bouquin, donc Obstacle ou Sticle, déjà a donné la tonalité de cette génération 80. Donc on a eu deux livres qui sont sortis presque en même temps. C'est Timpo Probable de Nikolai Popper et Obstacle ou Sticle de René Balcano.
Et la rupture donc opère Lorina Boltem par rapport à la poésie de génération 70. C'est désenchantement, parce que si la génération de Lundélar, d'Abige, d'autres sont avec la mythologie, avec une sorte de la poétisation de la poésie, excusez-moi le langage, Oui, Lorina c'est vient ça, avec c'est une ça. lucidité presque chirurgicale. Il vient de tailler, de faire des ongles droits, etc. Et ça se vérifie très bien dans ce livre. Quand je dis que c'est un livre écrit par une poète, c'est pas parce qu'elle infuse de la poésie, non, c'est une lucidité qui est propre à la grande poésie. Et c'est pas par hasard qu'une autre très très bonne poète roumain, également romancière, également essayiste, traducteur, etc., Simona Popescu, qui a écrit le texte pour la 4e couverture de ce livre. Simona qui a un roman assez, disons, qui semble un peu, qui touche, qui s'entretaille avec le roman de Lorina. Le roman de Simona s'appelle Exuvi. C'est aussi une petite fille très rebelle qui est née dans la Roumanie ceaușistă, qui voit tout ce qui se passe, qui a une lucidité à travers la propagande, etc. Et je crois que, pour en conclure, que la vraie littérature, elle ne fait jamais de la propagande. Elle essaie de voir, même quand le rideau de la propagande est très dense et elle couvre toute la réalité, de percer ce rideau et de voir les choses en vrai, de voir les personnages. On peut écrire, et ça, si vous voulez, c'est une provocation peut-être pour la jeune génération, on peut écrire une thèse de doctorat sur les personnages de ce roman, parce qu'il y a plein de personnages pittoresques. Il y a des petits gens de ce village. Je me rappelle, le nom Petește existe dans ce roman ou non? Non, je ne crois pas, oui. Donc, mais on sait que c'est une villa. Je Bon, sais pas. c'est le Macondo de Lorina Je sais Boltem. pas. Mais il y a plein de personnages très très pittoresques. Ce sont des personnages drames. Il y a plein d'histoires terribles, mais écrites avec une chaleur humaine, avec un humour parfois, avec une tendresse. Même s'il a des personnages assez désagréables, le mec qui tape toujours sa femme, il n'est pas très sympa. Mais elle écrit avec une telle tendresse que... Et je crois que c'est aussi une maîtrise de la littérature quand l'écrivain a une... l'écrivain n'est pas manichéiste, il ne divise pas les personnages bons, donc je suis à côté d'elle, et les personnages négatifs, donc je fais une sorte de caricature. Lorina jamais ne fait du grotesque. Elle a des pages plutôt plus tragiques, plus comiques, etc. Mais elle ne tombe pas jamais dans le grotesque parce qu'elle ne fait pas de la publicistique. Elle essaie de surprendre la réalité et il a gardé, c'est une chose assez intéressante, il a gardé encore cette capacité de s'émerveiller parfois, de voir des choses en grand, mais après ça, toujours c'est la lucidité qui revient et qui fait qu'elle se rapporte avec réalisme autour d'elle. Mais pour les personnages, j'ai pensé à un moment donné qu'on peut faire un film de dessin animé avec des personnages ici parce que c'est très pittoresque. C'est très pittoresque et les personnages qu'elle s'est retirée vraiment des personnages très emblématiques pour son temps. Très patriarcal dans leur enthousiasme, avec leur caractérisation. Une chose qui me surprend aussi, qui est très intéressante, et après, Lorina, j'aimerais te poser une question pour que je comprenne mieux aussi moi et les autres. Je voulais dire une chose qui me surprend ici, c'est que il s'agit d'une époque très dure de notre vie de communisme, mais d'une époque qui semblerait qu'il pourrait être très bien être réalisée comme méthode par le réalisme critique. C'est le mieux qui lui convient. Ici, le titre réalisme critique aurait collé comme n'importe où, très bien, de façon exceptionnelle. Mais elle ne fait pas cette critique.
Mais c'est pas ça qu'on ressent vis-à-vis de cette réalité. C'est un regard qui reste poétique, chaud, une nostalgie, si vous voulez, une tendresse, comme tu as dit. C'est ça l'image qui reste. Et c'est ça qui éblouit. C'est pas une critique. L'époque a été dure. Et la question qui revient au-delà de ça, comment les gens ont résisté de conserver ces souvenirs, comment les gens ont résisté d'avoir cette impression de cette existence. Et c'est ma question pour toi, Lorina. Je ne suis pas sûre que c'est une nostalgie pour l'époque soviétique, mon livre. Et les souvenirs, en tout cas, on le garde toujours. Ma première idée, c'est parce que je sais que pas beaucoup de monde ici ont lu le livre en français ou en roman. L'idée que le livre comme construction, il est fait par petits fragments et chaque fois ça se recommence à nouveau parce que quand on est maintenant mature, jamais on ne se souvient pas de notre enfance comme ça linéaire. De temps en temps, on voit quelque chose. Oui, on voit quelque chose et ça, oui, et ça nous touche. Si il y a quelque chose dans l'air ou de l'odeur. Et c'est pour ça que le livre s'est fait la même chose. C'est du flèche, de lumière, c'est et moi, c'est pour ça que j'ai pas eu le droit pour donner une attitude de tout ce qui se passe. C'est les lecteurs qui lisent ce livre doit avoir son attitude. Et moi, j'ai essayé de faire un livre un petit peu plus universel. Je me suis servi de mon village natal, je me suis servi de mon enfance, de cette époque soviétique et de cette frontière qui nous sont toujours de frontières toujours. Mais il y a beaucoup de pays comme ça, comme la nôtre, partout dans le monde. Et je me souviens quand je faisais mes études à Paris, parce qu'avant j'étais très importante ici, je pensais que la Moldavie c'est le centre du monde et je faisais beaucoup de choses. Et quand j'étais à Paris, on avait des étudiants de tout le monde, francophones, de tous les pays francophones. Et c'est la première fois quand j'ai eu cette conscience que même il y a des gens plus malheureux que nous, même, avec des problèmes politiques plus que les nôtres. Ok, mais ça, c'était pour moi une leçon vraiment importante. Moi, j'ai pensé faire un livre sur l'idée du cercle fermé, parce que même quand on est conçu par je sais pas, par le pierre ou par le Dieu, je sais pas encore, on est déjà dans un cercle, dans l'utérus de notre mère, et on est enfermé, et on n'a jamais pensé comment, si on veut se naître, comment c'est la vie dans l'intérieur de ce premier cercle de notre existence. On sort et on tombe sur un autre cercle qui est la société. Le premier cercle, c'est la famille. Après, c'est la société, la politique qui nous encercle dans les obligations de parler russe et de dire Onagata. Et je voulais faire, parce que c'est un sentiment naturel et absolument important pour chacun de nous, sortir. Et c'est vrai que moi je voulais faire un livre, la première fois quand c'était traduit en français, moi j'ai pensé, c'est ça que moi je voudrais attendre en France, parce que c'est je vais être la semaine qui vient avec beaucoup de monde de France, parce que moi j'ai fait du Paris un symbole pour la liberté, pour le monde d'ailleurs.
Mais je ne sais pas à quoi rêvaient les enfants français. Où sortir, partir où? Sur la Lune? Ça, je voudrais savoir parce que moi, j'ai pas eu. Dans la jeunesse, j'avais pas. Je peux te dire, parce que moi j'ai fait mes études à l'école numéro 1 à l'époque, c'est lycée Arsaki, et on a eu dans les années, je crois en 81, on a eu une délégation des élèves de Grenoble. Pour eux, l'Union soviétique était extraordinaire, parce que pour eux, juste avant de se coller avec, je ne sais pas, Tunisiens, et toute La magie disparaît. Oui, la magie disparaît. Oui, ça c'est parce qu'elle ne connaissait rien. Mais je dis qu'est-ce que c'est un rêve pour même je ne dis pas pour un enfant. Parce qu'on rêve toujours. On ne vit pas, moi personnellement, je vois toujours cette lumière dans l'œil. Et ça m'intéresse beaucoup. Comment est un rêve d'un enfant français? À quoi il rêve? C'est un autre livre, hein? Non, excuse-moi, juste un moment. Donc, s'il te plaît, le moment. Moi, je veux remarquer l'accent qui se déplace dans le titre français. En roumain, c'est legate cu punea de pământ, c'est-à-dire, moi, je suis lié à la corde, et en français, c'est cette corde qui m'attache à la terre. C'est un accent très important parce qu'en français, c'est plutôt cette liaison qui est mise en valeur. Je n'ai pas remarqué ça, mais je crois que parce que les Français sont plus attachés à les problèmes sexuels et les triangles d'amour, il existe plus dans la littérature française. Parce qu'en général, le titre, quand j'ai eu ce titre, j'ai pensé à la Terre, à la Lune et à la Soleil. Parce que la Lune est toujours amoureuse du Soleil. C'est le Soleil qui le fait luminer. C'est ma mythologie. Mais il ne peut pas faire rien. Il ne peut pas partir avec le Soleil parce qu'il est attaché toujours avec cette... ok, c'est des choses très physiques avec cette gravité, je ne sais pas comment il est fait là. Mais c'est une triangle d'amour, parce qu'il est marié avec la terre, mais il est amoureux du soleil. Et c'est pour ça qu'en français, l'accent c'est plutôt sur la corde, c'est ce triangle. Nous, les Roumains, on est un petit peu plus concret. Nous avons le cycle patriarcal qui tient de la nature. Un petit peu qui ne pense sur... mais en général, chacun peut voir comment il veut. Et moi, je ne suis pas sûre que j'ai eu assez beaucoup d'idées comment vous avez décrit mon roman. Moi, j'étais plus simple, j'ai juste... mais c'est bien, comme ça, tout le monde peut se retrouver. Chacun peut raconter, finir l'histoire. Chacun peut continuer ma livre. Et ça, c'était mon... c'est très intéressant. Et c'est une vengeance en général, parce que si tu te souviens, quand j'étais jeune, j'étais poète, et tout le monde, tous les critiques, parce que j'étais pour la société d'ici, littéraire, trop lucide, trop dur. Trop libre. Ok. Révolutionnaire un ça, peu. Mais lucide et dur. Et c'est pour ça que moi j'ai écrit un livre poétique. Mais qui est assez lucide et assez dur. Pour bien dire. Okay. Et je remarque, parce que grâce à Lorraine, je remarque cette dimension. Dans notre génération, disons que les poètes les plus visibles, tous ont devenu des romanciers au fur et à mesure, parce que je crois que quand tu es dans ce travail, la poésie te donne une sorte de sortie, une façon d'écrire, mais toujours l'expérience, le devoir à dire des choses cherche d'autres moyens. C'est pour ça que... On écrit du roman, Emilien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lit la poésie. Dis la vérité. Bon... Et comme les écrivains sont un petit peu avec orgueil, et c'est pour ça que tout le monde passe au roman.
Mais il vous reste encore, je vais vous dire qu'en critique littéraire, je vais vous dire qu'il vous reste encore dans la bonne tradition de faire encore de la critique littéraire, voilà. Parce que c'est le problème, c'est pour plaisanter. Bon, non, mais ça existe aussi, cette dimension de beaucoup d'écrivains. Boring de critiquer les autres. Non, c'est pour dire une chose, que Pour moi, c'est une autre idée, c'est Oui. une autre idée que je veux dire, que chacun a plusieurs formules à s'exprimer. C'est ça un artiste, S'exprimer, c'est oui, ça mais- un homme de mais qu'est-ce- lettres. Non, C'est ça. pour moi, je suis très pragmatique. Moi, je voudrais savoir le prix, combien, quand, pourquoi. Moi, j'ai toujours beaucoup. Et être critique littéraire, c'est à cette époque-là, c'est compliqué parce que qu'est-ce que tu fais avec ton produit? Pas beaucoup de monde. Il y a deux personnes qui le lisent. L'auteur sur laquelle tu écris et le concurrent qui voudrait comprendre s'il est mieux ou non. Et c'est tout. Moi, j'ai pas écrit beaucoup de temps un roman parce que j'ai compté combien de gens en Moldavie sont alphabètes. Et pour moi, c'était compliqué à écrire parce que j'ai 500 livres. Pourquoi seulement en Moldavie? Aux États-Unis, il y a 70% qui sont dans la première génération entrés dans les universités. Oui, j'ai dit, Disons. mais c'est beaucoup. Mais chez nous, avant, on était avec du tirage de 500 livres. Et pour moi, ça, c'est tragique. C'est vrai, mais il faut dire quand même que chez nous, il y a des lycées très performants. Tu as vu Aristote. Non, tu as mais vu aujourd'hui, c'est autre Il y a chose. quelques lycées d'une très bonne qualité. Et encore un truc, ça aussi, il faut dire. J'ai remarqué dans la littérature roman une génération de critiques qui sont également des bons romanciers. C'est Bogdan Crețu qui a écrit 2 romans, qui a écrit une très bonne chronique sur ton roman. Emilian, c'est toute une génération déjà. Oui. C'est toute une génération. Les 80 de tout, d'où D'accord, vient oui. tout? C'est toi oui. qui est critique déjà Les littéraire. critiques, essayistes et traducteurs. Bon. Beaucoup. Ça, je veux dire juste C'est un pour, signe de votre génération, je je crois dirais. qu'une écrivain qui se consacre à la littérature, et c'est pas vraiment ton cas parce que tu as fait beaucoup d'autres choses, mais si tu vis seulement dans la littérature, tu deviens une sorte de presque tout faire parce que tu touches et à la critique littéraire, à la traduction, essai, etc. Parce que ça devient métier. Pour toi, ça c'est encore, je crois, à mon avis, parce que c'est écrit avec un énorme plaisir. Moi, j'ai ressenti ce plaisir de lire dans la version Absolument. c'est magnifique, c'est vraiment, t'emporte, tu es émerveillé de ce texte. Et peut-être parce que ça vient après une longue pause, je répète, je ne me souviens pas une autre poète qui revient après 33 ans avec un livre nouveau. C'est quelque chose d'assez unique. Donc, 2 livres de poésie, le deuxième en 90, et après ça, en 2023, son premier roman. Je ne sais pas si... je prenais du plaisir dans autre chose, c'est pour ça que je n'ai pas écrit. Maintenant, je suis revenue. D'accord. J'avais autre possibilité de me exprimer, de comprendre, de travailler. C'est pour ça que je n'ai pas écrit. J'avais vraiment d'autres possibilités. Bien, mais tant mieux parce qu'il y a une soif de volupté littéraire dans ce livre, une soif de faire des De choses. s'exprimer, de s'exprimer sur différentes façons. Et il y a une fraîcheur. Parce que il y a des écrivains qui publient par exemple, une fois dans 3 ans, 2 ans. Et ça devient un mécanisme qui roule, pas comme ça, comme une... et ici, non. Ici, tout est fraîche. Il y a une soif d'émerveiller, de se rejoindre de ce monde. Et c'est pour ça, moi, j'ai surtout apprécié ce côté de fraîcheur et de volupté de la langue. Il y a encore des choses que ce sont des métaphores inédites qui lui appartiennent bien entendu, parce que souvent dans ce que tu dis, ce qui devient déjà métier de l'écrivain, quand il se répète, on veut ou non, si tu as cette production de textes littéraires à chaque 2-3 ans, donc il revient des choses qui se répètent, de la manière et tout ceci. Moi, je ne me Et répète- ici, il y a des choses inédites, c'est ça qui est apprécié. Même dans la cuisine, je ne me répète pas. Et mon mari, le meilleur qu'elle a donné une interview, quelqu'un l'a demandé comment tu peux vivre avec cette bête. Hein, oui. Il a dit, mais oui, c'est vrai que moi je me
couche avec une femme et je me réveille avec une autre. C'est magnifique. Oui. Excellente Mais formule. si Excellente quelqu'un a, formule. je sais pas, parce que ça c'est beaucoup dommage qu'on est venu ici à l'Alliance française. Et parce que pas beaucoup de monde a livre en français est juste apparu en France. Il était, oui, il a je vous conseille 2 semaines, mais je vous assure qu'un roman, vous pourrez le lire aussi. Il ne faut pas, comment se dire, s'obliger de le lire en français, même s'il est traduit très bien par Marlene. Elle est très connue, elle a traduit beaucoup de choses du roman. Elle est une dame de 93 ans. Wow. Yeah. Wow. Et moi, j'avais un petit peu du concurrence entre les traducteurs. C'était 4 traducteurs qui voulaient absolument traduire ma livre. Et Marélie, elle a été plus convaincante parce qu'elle a dit, mais moi je ne peux pas mourir sans traduire ce livre. Et moi j'ai dit non, c'est cette madame qui va traduire et c'était absolument convaincante. C'est un argument très fort, je crois. Oui. Et j'ai eu peur parce que cet âge, après Covid, elle était malade, même en auto m'a dit, mais ma fille, on a tout expliqué, chaque mot pour qu'elle comprenne, parce qu'il y a beaucoup de mots La qui, signification. même les Roumains ne le comprennent pas. C'est ça que je disais. Oui, oui, non, parce que moi j'étais, comment se dire, fière du parler exactement comment on parlait à l'époque et pour donner une réplique à cette globalisation du langage. Pas seulement sur notre problème, parce qu'on est toujours non, on a une, comment ça s'appelle en français, de symptômes complexați, un complexe d'infériorité vers le roman et même quand on mange la polenta, on s'arrête pour 2 secondes. Est-ce que c'est assez romain comment on prend la polenta? Oh non. Ok. Et moi je voudrais, j'ai fait une réplique. Relaxez-vous. Vous devez être comme vous êtes. On a le droit. On a notre tragisme, on a pris avec nous tout ce qu'on a. Et il faut être honnête. Et c'est pour ça que moi j'ai utilisé, et même si maintenant en Paris, quand on était avec les romans, quelqu'un m'avait dit, mais c'est pas possible, pourquoi tu as écrit Ogial? Qu'est-ce que c'est Plapum? J'ai dit non, ma mère a fait 7 enfants. Sous Bogial, pas sur, non sous Plapum. Ma mère. Parce qu'il y a la tradition ottomane sur Bogial, c'est bien. Oui, même si ça vient du russe, même si ça vient d'ukrainien. C'est Panaïti Strati qui a fait ça. Il a introduit beaucoup de mots romans en français sans les traduisant. Ça s'appelle Realia. C'est pour ça que moi je voudrais que si les jeunes... voi de la ce liceu sunteți? Bună ziua! Deci mă bucur că sunteți aici. Eu am să vorbesc un pic în românește, fiindcă vorbesc foarte prost franceză. Și cred că vă susuc urechile când mă auziți. Dar eu am fost alaltă ieri la liceu, adică la o întâlnire cu cei de la Aristotel. Și am avut copii ca voi, dar erau toți, sigur că eu au citit cartea. Și am avut cu ei așa o ședere lungă și am vorbit cu fetele și despre dragoste și despre menstruație și despre băieții, despre complexelor. Adică am avut așa o conversație bună și eu cred că cartea vă poate da un material foarte mult ca să mă cunoașteți pe mine și pe voi și noi putem să ne mai vedem, dar citiți, nu are importanță în ce limbă citiți. Dacă vreți, vă aduc și în spaniolă curând, dar citiți-vă că o să vă placă, da? Ok. Merci. Moi, je me suis adressée à les gens parce que c'est vraiment important pour... Vous déjà parlé de roman, je crois. Oui, on a... a touché un problème assez important de cette spécificité de la langue, roumain parlé en Moldavie. Je cite un roman magnifique de Marta Pitreu qui s'appelle Acasă pe câmpia Armagedonului, où l'action se passe dans un village de Transylvanie où on parle la langue, l'obignement, mais avec plein de choses qui viennent d'hongrois cette fois.
Et ce roman est traduit en français et il a eu un bon succès en français. Donc ça Non, mais déjà, ça commence quand Marie a parlé dans son petit livre du dialecte du sud, du Cagoul. Mais moi, je lutte contre notre complexe. Et c'est vrai qu'on cherche notre identité. 3 fois, on a perdu notre patrie. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment une nuance d'une autre, pas de nationalité, identité, comme d'une autre façon d'être. Ça, il faut comprendre. Et ça, c'est une nuance qui parle presque d'une autre façon d'être, oui. Ok, on va s'arrêter ici. Il y a des questions, parce que moi je ne suis pas assez philosophe, parler assez bien de ma livre, ah oui, mais je peux répondre. Mais quand même, je peux répondre à toutes les questions, d'autres types de questions même. Combien ça coûte, par exemple, le pain ici à Paris, je peux vous dire, oui. Vous avez dit que... Là, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'était pas une biographie précise. Est-ce que vous êtes inspiré aussi de la vie d'autres personnes, finalement? Oui, absolument, absolument. Moi, je suis très maline. Je prends mon bien où je le trouve. Peut-être que c'est ma façon d'être, mais dans le même temps, je crois que j'ai fait des études littéraires. Je suis un petit peu plus professionniste que les autres. Et je sais comment un écrivain peut continuer la ligne, l'histoire. C'est un métier en général, je crois. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est une autobiographie. C'est les gens qui me demandent est-ce que c'est vrai que c'est Babado qui a existé, est-ce que c'est vrai que la violine, ça... J'ai dit oui, c'est vrai. C'est pas exactement, mais ça peut être vrai, ça peut être... non. J'ai le droit. Bon, Oui, c'est mon roman. C'est toute la théorie du roman poétique de Virginia Woolf, de Marcel Proust, c'est ça, le roman poétique. Donc, tu commences déjà avec ces pages de rêve, de ne voir pas la réalité comme telle, mais de la voir de ses propres pupilles, comme tu dis, sur la rétine, avec les yeux mi-fermés, mi-ouverts. C'est déjà de ne voir pas toute la réalité, mais ce qui nous vient de l'imaginaire. C'est bien entendu que c'est un roman poétique dans toute sa tradition, tout inscrit dans une bonne tradition. On ne sait jamais qu'est-ce que c'est la vraie réalité. C'est plutôt, c'est notre... Pour un écrivain, ça n'existe. C'est une construction. C'est une construction. Même notre image dans le miroir, c'est pas vraiment correct. Hein. Je voulais vous poser une petite question. En ce qui concerne le langage populaire, utilisé pour, disons, qui est mis dans la bouche de tel ou de tel personnage, le langage populaire un peu archaïque, moi j'ai pas lu le roman, j'ai vu seulement la première de couverture. Je me pose la question en ce qui concerne les jeunes. Est-ce que, comment faites-vous? Est-ce que vous donnez des notes pour certains mots? Oui, je donne des notes, oui. Et alors la lecture ne devient pas un peu plus encombrante, disons? Non, moi j'ai essayé de faire du minimalisme. Oui, long, grosse piron. Voilà, il y a des notes, pas beaucoup parce que ça c'est pas un livre scientifique, mais il y a des choses, et Lorina a gardé des mots qui comparent. Moi je suis né presque à côté de Lorina un peu, donc... Mais dans une famille intellectuelle, pas. très bien nettoyée, avec du chemise blanc à l'école. C'est une polémique ancienne. C'est-à-dire que
Non, Est-ce qu'il est accompagné il est accompagné pour donner comment se dire, l'atmosphère et des nuances très concrètes du personnage. Parce que sinon, c'est pas crédible. Et dans le même temps, les gens comme ça sont encore plus curieux comment on parlait dans l'époque soviétique, comment on disait à vodka dans notre langue soviétique et tout ça. Parce qu'il y a ceux qui viennent des zones rurales, ils sont familiarisés avec ce langage. Je Oui. parle des jeunes même. Oui. Mais nous, les Moldaves, on a un atout. Parce que, par exemple, quand j'étais à Nice, première année en France, j'étais à Nice. Et j'étais parfois demandé par la police traduire pour les Moldaves. Parce que le roumain ne pourrait pas traduire et les Russes, et c'était obligatoire parce que les Moldaves, les gens qui faisaient du trafic et tout ça, ils parlaient une langue moitié-moitié. Et j'ai traduisé et j'ai pensé à cette spécifique. Ok, je comprends pourquoi et tout ça, mais c'est la réalité, il faut le comprendre, il faut être conscient de ce phénomène. Oui, régionalisme. il faut l'accepter. Et ça, c'est la drame du deuxième roman de Traian Țebuleag, Grădina de Sticle, où c'est exact ce bilinguisme qui est exploité. Et donc, c'est peut-être surprise pour Laurine, c'est moi qui ai changé le titre de Traian Țebuleag, parce que la version de Traian Țebuleag s'écrivait comme ça, Chi-I-O avec des lettres roumaines, Bur avec les lettres cyrilliques, Ciobur. Et moi je dis, mais c'est le deuxième livre de Lorina Boltan, on ne peut pas faire ça. Et pour le roumain, pour le marché roumain, on ne peut pas publier un livre avec 3 lettres en roumain, 3 lettres en cyrillique, avec un titre qui est mi-roumain, mi-cyrillique. Et c'est pour ça qu'on a trouvé enfin le Grădina de Sticle, qui je trouve un titre très bon parce que ça fait Grădina de Ciment al Machiv en intégrale. Et même voilà. C'est mieux. C'est mieux de me copier. Ah, bien sûr. Mais c'est un problème exactement que tu viens de dire, qui est resté, même après 30 années de souveraineté et d'indépendance, c'est un problème qui reste toujours. Et il faut juste sortir de Chisinau ou d'une bonne école. Mais en général, ça c'est un détail que je l'avais exploité. Parce qu'on porte dans nous l'impureté de langue. On porte dans nous le soviétisme, le communisme. On porte beaucoup de relations dans la société qui il y a du kolkhoz. C'est pour ça que cette manière de parler, ça fait aussi une nuance d'époque, de notre... d'ethnoculturel. Oui. C'est ça dans l'individualité. Oui, c'était un mécanisme. Sur le marché romain, moi je lis presque tous les romans publiés en 23 en Roumanie chez nous. Et bien sûr, ça se remarque immédiatement parce qu'il y a quelque chose de très spécial, cette accuratesse Mais oui, je m'excuse. Non, mais je voulais, parce qu'il y a quelques personnes de ma génération, il y a des gens très jeunes ici. J'ai essayé de faire un livre encore sur la réalité et autrement parce que notre littérature était un petit peu trop sucrée. Moi j'étais obligée de... oui. L'obligation d'un enfant d'être heureux, ça m'énerve beaucoup. Ça nous rappelle quelque chose qui se produit aujourd'hui quelque part. Tout le monde, dans tous les placards de l'hôpital, parce que l'enfance, la plus heureuse période pour moi, c'était terrible être enfant. Et pourquoi tout le monde dit qu'on est obligé? Et moi, ça c'est un cliché. Il y a beaucoup de clichés
et dans la littérature, dans notre mentalité. Moi, comme je suis une personne qui me révolte tout le temps, je suis contre, toujours contre. Je suis une rebelle professionnelle. Non, oui. Je dis ça, que tu es un révolutionnaire. Oui, tu as reconnu. J'ai commencé à lire avec un autre type de naissance. Et c'est pour ça que tous les livres sont un petit peu différents que les autres. Ça est toujours très énervant, c'est vrai que donc, on est entré dans la première classe et on est devenu d'un coup les petits-enfants de Lénine et on était obligés d'être les plus heureux parce que счастливое детство, c'est une enfance heureuse. Oui, et pour moi par exemple, parce que là, excuse-moi, mais j'ai aussi écrit un roman, donc et il y a plein de pages sur l'enfance. L'enfance soviétique, c'est presque la même période, même si j'habitais à la ville, à Chisinau. La phrase, donc tout le monde me serrait la main, c'était « Nimeni nu scap, nu iese teafă din copilărie ». Et c'est vrai, malheureusement. Mais ça, il faut être conscient de ça et on peut autour de ça faire une histoire, plusieurs histoires, parce que je crois que la force d'un romancier est se dissiper dans ses personnages. Il y a plein de personnages ici, même s'il y a des personnages qui apparaissent une seule fois dans une très petit fragment, parce qu'il y a des fragments voilà, par exemple, un trop petit fragment, un seul personnage, mais ça reste ici parce que c'est tellement mémorable l'apparition et la disparition que c'est peut-être encore une. Lorena dit qu'elle est professionnelle, bien sûr qu'elle est professionnelle parce qu'elle a fait une étude de la littérature, etc. D'ailleurs, elle a publié son premier livre, était très vite traduit en russe et publié à Moscou. C'est pas juste l'inspiration. Lorena est quelqu'un qui sait très bien comment ça fonctionne. Parce que la littérature, ça fonctionne. C'est une sorte de truc qu'il faut faire vivre. Et c'est pour ça que elle dose son effort. Il y a des trucs qui sont racontés par cette fille. Il y a des personnages qui prennent de l'initiative. Il y a ce personnage fabuleux, Tanti Musa, qui est quelqu'un. Ça me rappelle un peu de Boussiok de la Paris. Bien sûr, c'est une chose. Parce que j'ai passé maintenant que Lorena, bien sûr qu'elle peut polémiser avec ses auteurs chéris. Voilà. C'est pour donner une réplique à l'époque. C'est une réplique à l'époque, pour se débarrasser un peu. La littérature ne fonctionne jamais toute seule. Toujours, il y a une génération, il y a des... Nous sommes à une autre étape, c'est pour se débarrasser un peu. C'est un livre, souvent on écrit des livres pour se débarrasser, pour dire on a dépassé déjà ça, pour tourner, pour aller plus loin. Et souvent, pour se débarrasser, on veut donner une réplique différemment complètement dans une autre manière que ça a été. Non pas donner une réplique fidèle, loin de ça. Et il donne à sa façon. Tu sais la différence, parce que Lorena a écrit son roman sans haine. Et la regardé bien entendu. Sans militantisme, et ça se voit. C'est plutôt une réplique artistique, c'est pas une réplique de la démocratie envers une société fermée, une société autoritaire, etc. Et ça, c'est la différence parce que c'est le côté artistique qui est excellent de ce roman. C'est pas une histoire, c'est pas une encyclopédie de la vie soviétique ou de la famille soviétique, de la famille traditionnelle, de Polenta, etc., etc. Dans la thèse doctorale, il existe, comme je suis aussi vice-lectrice pour la recherche scientifique, je vais vous dire, il existe toujours, donc ce qui n'existe pour le roman, bien entendu, mais ça se dit l'actualité de la thèse, de votre thèse. Moi, permettez-moi de dire une petite chose qui soit peut-être utile aussi. C'est un livre nécessaire pour aujourd'hui. Parce que nous voulons nous séparer du communisme, mais le communisme est à côté. Et il y a cette génération aujourd'hui qui ne connaît cette réalité. Il y en a plein d'enthousiastes encore que je les vois et je ne comprends d'où ça vient. Mais ça vient du fait qu'ils n'ont pas connu la monstruosité de cette époque. Et dans ceci, je trouve une utilité complète de ce livre.
où nous avons eu des livres très révolutionnaires. Fuck Europe, c'était un livre qui a voulu aussi... Ou de Vakulovski, ainsi de suite. On a des livres qui ont voulu se séparer de cette époque. Malheureusement, elle est à côté de nous. Malheureusement, cette réalité est à côté de nous. Et cette corde, c'est le communisme aussi. Il faut voir plusieurs métaphores dans ce livre. Plusieurs, non pas celle terrestre seulement, mais celle de la réalité de totalitarisme qui nous tient ainsi encore, qui nous menace. Donc, il y a de l'actualité absolue. Je trouve que c'est un livre absolument à lire. Une recommandation, d'ailleurs, il me semble qu'il y a un tel programme que le livre a recommandé, poursuivi par les lecteurs de tel et tel, ou de toutes les bibliothèques, donc c'est à recommander d'entrer là-bas. Il y a 4 jours, ils m'ont dit que mon livre va être dans le programme scolaire. Et moi, j'ai dit, les pauvres. Les malheureux. Parce qu'il faut préparer les professeurs au début. Ok, mais ça, c'est une blague. Du café? Quelque chose, parce qu'on parle. Oui, oui. On peut trouver le livre ici En français? Moi, Ok, le livre en roman, il est partout. Donc, il vient de sortir la 10e édition et il se trouve dans le... Oui. Mais ce livre, moi, j'ai parlé, comment ça s'appelle, avec l'éditeur. Parce qu'en Roumanie, il est distribué. Il est dans plusieurs... Mais il va être livré ici. Moi, je parlais qu'ici, il y a des gens qui peuvent le lire. Même maintenant, parce que je pars d'ici en Roumanie, je vais être marraine du prix Goncourt en Roumanie. Et après, on va avoir une petite tournée avec mon livre en français pour les Français du Roumanie. Parce qu'il y a beaucoup en Roumanie. Moi, même j'étais surpris combien du français il y a à Bucarest, plutôt dans le nord, parce qu'on va faire Timișoara, Brașov, Satu Mare, dans cette direction. Et il est dans toutes les librairies, c'est en français. Mais je ne sais pas si une librairie va avoir le livre. Notre meilleure librairie, c'est Amazon. Moi, je trouve mes propres livres quand je besoin sur Amazon. Oui, mais je suis d'accord parce que j'ai un petit tirage à moi et je vais faire une donation pour vous ici, Alain, et comme ça, vous pourrez même... oui, oui. Mais en tout cas, le livre, déjà, il a vous, monsieur, vous pourrez le prendre ce soir et le lire. Je vais le laisser là.